Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, cérémonie officielle ce dimanche à Porto Novo de la fusion du Parti du Renouveau démocratique avec l'Union progressiste. Les militants et sympathisants des deux formations ont répondu présents pour cet instant solennel qui marque un nouveau tournant dans la vie politique de notre pays. Vous aurez plus de précisions à ce sujet en ouverture d'édition. Et puis la rizerie de Glazoué a accueilli la visite de la ministre du Commerce et de l'Industrie, Sadia Assouman. Elle a eu en ce moment précis des instants d'échange avec les responsables de cette structure, avec à la clé une visite guidée des locaux afin de toucher du doigt les performances enregistrées dans le cadre de leurs différentes activités, ceci avec la perspective d'une meilleure productivité d'ici les prochaines années. Et puis, on parle d'un autre sujet au Sénégal. Le festival Jota J s'intéresse aux réalités de la femme sénégalaise, notamment celles qui font face aux violences conjugales et sociétales. Leurs conditions ainsi que des pistes de solutions ont fait l'objet de grands moments de partage d'expériences. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. À toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Nous sommes bien dimanche 21 août de l'année 2022. C'est le 13h qui commence avec la grosse actualité du jour, vous le savez. C'est bien sûr la cérémonie officielle de fusion entre les deux formations politiques, Union progressiste et Parti du Renouveau démocratique, UP Le Renouveau. C'est bien sûr la prochaine appellation à laquelle les Béninois devront désormais s'habituer. L'événement a bien démarré au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, comme vous le voyez sur les images, avec l'arrivée des différents ténors des différentes formations politiques, Maître Adrien Roumbédi, ainsi que Maître Joseph Diogbenou, président du Parti Union progressiste. Vous avez également vu sur les images les différentes personnalités, Bruno Amoussou, Idi Kola Olé et bien d'autres autorités. L'événement se poursuit en ce moment même au niveau du stade Charles de Gaulle de Porto Novo et nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Parlons toujours de cette actualité. Il faut dire que c'est un grand événement qui va permettre la fusion de deux grands partis que sont le Parti du Renouveau démocratique et l'Union progressiste. Ça se tient bien sûr à Porto Novo. Et la dénomination annoncée pour ce parti, c'est bien sûr Union progressiste pour le renouveau. Et dans ce cadre, justement, il y a quelques citoyens approchés qui ont bien voulu donner leurs appréhensions sur ce qu'ils pensent de cette nouvelle formation politique et de la fusion qui va en sortir d'ici les prochaines heures. Suivez là ici, ils sont au micro de Candice Deboué. Après avoir voté des lois à l'Assemblée, voici les conséquences. Puisque le président du PAD était le président de l'Assemblée au moment où on votait tout. Nous voici aujourd'hui et il a le dos au mur. Donc il est obligé de fusionner avec les progressistes. Mais on attend les élections, le jour du vote. Les Béninois vont démontrer de quoi ils sont capables. Vous comprenez avec nous, si on laissait le PRD aller aux élections de cette façon-là, les 10% qui sont fixés pour qu'on puisse reconduire, pour qu'on puisse reconnaître les élections, le PRD n'aura pas. L'UP, en sa personne, de grand parti aujourd'hui, a aussi certaines difficultés dans certaines zones. Donc il est temps que nous nous mettons tous ensemble pour représenter le pays partout. Ce ne serait pas un parti d'une zone donnée. Cette fusion est la bienvenue et c'est le moment de montrer le militantisme de chacun. D'aucuns diront ils sont venus, on sera envahi. Non, en politique, on a besoin d'addition, pas de soustraction. Leur arrivée est une bonne chose pour nous et pour moi personnellement. Moi je suis contre à la place de Maître Adrien Roumbédi. C'est ce qu'il devait faire en 2019, ça. Il n'a pas fait. Lorsque Roumbédi était en président de l'Assemblée, il vote les lois à 2h du matin, à 4h du matin. Moi je lui dis de faire attention. Maintenant il est parti là maintenant pour rejoindre Union progressiste. C'est pour quelque temps. Il n'a qu'à aller aux élections pour voir. Les gens ne peuvent pas sortir sur Roumbédi comme avant. Vous avez suivi à l'instant quelques citoyens béninois qui se sont prononcés et ont donné leur avis sur la fusion annoncée entre le Parti Union progressiste
et le Parti du Renouveau démocratique. Ils étaient au micro de Candice Degoué et Jean-Baptiste Bokor. Parlons maintenant d'un autre sujet. La ministre de l'Industrie et du Commerce était en visite cette semaine sur le site des unités de production de riz à Glazoué. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement de la mise en valeur de ces unités. Elle était accompagnée pour la circonstance du maire de la commune et du préfet des Collines. Justement, le lancement s'est fait en présence justement d'une équipe de reportage que je vous invite à suivre. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la relance des usines de production autrefois abandonnées au Bénin. À l'occasion, l'autorité s'est assurée du suivi du cahier des charges des investisseurs pour la production du riz Made in Bénin. Après une séance d'échange avec les responsables de la société, la ministre a eu droit à une visite guidée des différents compartiments de l'usine. Au thème de l'exercice, l'autorité s'est dit satisfaite. Nous avons été agréablement surpris parce que non seulement le cahier des charges est respecté, ça va même au-delà de ce qui était prévu dans le chronogramme. Nous avons la surprise de voir qu'il y a déjà des travaux très avancés de l'installation de la deuxième ligne qui va nous amener à 120 tonnes jour. Donc, je veux dire que les travaux avancent et nous sommes très ravis de ce que nous voyons là. Installée depuis 2020, la société Premium Rice Mill Industries travaille à accroître la production du riz au Bénin. L'usine de Glazoué est fonctionnelle depuis le mois de mars avec une production par heure qui est passée du simple au double. Quand on avait été pris l'usine, ça était une capacité de 10,5 tonnes par heure. Ça veut dire que l'usine, ça fait 5 tonnes par heure et aujourd'hui, on a déjà arrivé à un niveau 10 tonnes par heure. Ça veut dire 5 tonnes par heure à Glazoué et 5 tonnes par heure à Malanville. Mais à Glazoué, on avait vu qu'on avait l'opportunité, on avait la qualité des paddies. Et comme on avait venu avec le gouvernement, avec un projet de 10 ans, on est en train d'installer aussi une usine à Glazoué avec la capacité de 5 tonnes par heure. Ça veut dire que ça va faire total 15 tonnes par heure Malanville et à Glazoué. Ça veut dire que ça va faire total environ 90 000 tonnes de riz fini qu'on peut trouver. Et après 3 ans, on avait aussi les planifications d'installer une usine de 24 tonnes par heure. Ça veut dire que ça va doubler la quantité de riz transformé dans la Bénin. Et ça va faire environ 170 000 tonnes de riz fini après l'installation de l'usine de 24 tonnes par heure. À en croire la ministre, la cession de ces usines à des investisseurs est une vision du chef de l'État en droite ligne avec sa volonté de remettre l'industrie au cœur du développement. Cette vision du président de relancer l'industrie, de remettre l'industrie au cœur du développement fait que nous avons fait des protocoles qui permettent à des investisseurs de s'intéresser donc à ces usines qui étaient à l'abandon depuis déjà plus d'une décennie. Quand on voit la grandeur de cette vision-là, on se dit, est-ce que ça va être réalisé? Oui, c'est réalisable et c'est en train d'être réalisé à travers tous les instruments et tous les outils que nous avons mis à disposition de ces investisseurs et l'accompagnement réglementaire qui a été donc validé par le chef de l'État, que nous mettons juste en œuvre et qui fait que nous avons nos compatriotes qui sont en train de travailler et donc une ligne qui va être rénovée, une nouvelle ligne instaurée qui va permettre donc également de produire encore plus et surtout d'embaucher plus. L'ambition du gouvernement est de faire de Glazoué d'ici 5 ans un centre de transformation de production agricole avec 600 emplois directs et 3000 indirects. Vous avez suivi à l'instant un compte rendu à nous proposé par Clémence Tonoucoin sur les images de la télévision nationale. Restons toujours avec Clémence Tonoucoin pour parler de cet événement quelques jours après l'inauguration du monument de l'Amazone par le président Patrice Talon. Le 30 juillet dernier, l'accès au site est interdit au public. Pour faire face et respecter justement cette mesure, l'esplanade est surveillée par des militaires. Qu'en pensent les populations? Suivez ici son compte rendu. Des personnes venues ce vendredi admirer le monument de l'Amazone n'ont pu accéder au site de la statue. Et pour cause, l'accès de l'esplanade surveillée par des hommes en uniforme est interdit au public pour le moment. Les visiteurs se retournent tristes et déçus. Bon, j'ai pensé venir visiter cette statue et j'ai constaté que l'accès est interdit. Alors là, bon, mon sentiment est naturellement
sentiment de tristesse, puisque je voulais peut-être faire partie de la première personne qui viendra visiter cette statue noble. Moi-même, j'ai été au niveau de l'esplanade pour au moins visiter de près ce que notre président a inauguré. Il faut savoir que l'esplanade de l'Amazone, c'est quand même cette statue-là qui fait la valeur de nos femmes. Et donc, nous sommes allés voir de près ce à quoi ça ressemblait, parce que nous avons vu sur les réseaux sociaux que ça faisait quand même... C'était la troisième statue la plus gigantesque en Afrique. Donc, il fallait aller voir ce monument gargantuesque-là de près. Donc, nous sommes allés là, malheureusement. Le policier qui était là nous a dit qu'on ne pouvait pas visiter. Et donc, nous nous sommes retournés, bredouilles, tristes et déçus. Bon, pour l'instant, quand même, moi, je n'ai pas grand-chose à dire à propos de ça. Mais espérons qu'avec le temps, ils vont rouvrir ça et on viendra faire les photos, mais bien on viendra visiter. Ce sentiment de déception se limite au fait de n'avoir pas pu accéder au site. Elle ne concerne en rien la décision de l'interdiction d'accès, puisque les personnes rencontrées sont conscientes de l'incivisme de certains citoyens. J'étais déçu de ne pas pouvoir visiter, mais je n'étais pas forcément déçu de l'initiative. Parce que quelques jours après l'inauguration, nous avons vu que certains citoyens avaient déjà mangé de l'arachide autour de l'esplanade de la statue qui valorisait quand même notre pays. Cela voudrait dire que le civisme qui devait suivre cela, les actes civiques qui devaient suivre cela n'ont pas été forcément respectés. Et je crois que l'on devait quand même mettre une pause, si c'est forcément dans l'esprit là que le gouvernement était, mettre une pause, communiquer autour de ce que ce monument-là n'était pas un coin pour les Asinons et les Tévinons qui allaient quand même salir l'endroit, mais que c'était quand même un monument à respecter. Donc, je crois que si c'est dans cette initiative-là que le gouvernement est, c'est la bienvenue, qu'on puisse communiquer autour, savoir que c'est un trésor pour nous, il fallait le respecter, il faut quand même mettre tout autour pour que 2 jours après, en fait, ça ne se salit pas. Parce que l'un des problèmes que nous avons en Afrique, ce n'est pas les infrastructures, mais c'est comment nous entretenons nos infrastructures. Toutefois, les uns et les autres espèrent la levée de la mesure pour le bonheur des Béninois et des étrangers. L'appel annoncé est tout simplement que l'accès est aussi rapide, que les gens puissent, les gens qui viennent au Bénin ou bien qui atterrissent au Bénin à cause de cette statue, puisque ça fait partie de l'une des meilleures statues d'Afrique, le plus haut d'ailleurs. Donc moi je vois qu'il faille bien penser, il faille rapidement penser pour pouvoir faire chose pour pouvoir donner l'accès à visiter la statue. Bon, vivement, qu'ils ouvrent ça très bientôt pour qu'on puisse venir visiter, c'est tout. Oh, oui. Sinon, j'ai apprécié quand même. En attendant que cette levée ne soit effective, pour permettre à ceux qui le désirent d'admirer de plus près l'édifice, les visiteurs se contentent de prendre quelques images souvenirs. Voilà, parlons de toute autre chose à présent, un événement de réjouissance. Ce samedi, les fils et filles de la famille Tokmonon ont conjugué leurs efforts autour d'un idéal qui est l'unité. C'est une cérémonie de festivité marquant les retrouvailles de cette famille, l'occasion pour les membres d'une collectivité de rendre grâce à Dieu et faire des actions pour la consolidation de l'amour, l'unité et la fraternité. Un moment de partage fraternel et de convivialité en somme, comme nous l'indique ici ce reportage. Suivez. C'est un moment d'allégresse pour ces filles et fils de la famille Tokmonon. Des retrouvailles pour sceller l'amour et penser le développement de leur localité, se fondant sur l'adage selon lequel « ensemble, on va plus loin ». Nous avons initié ce jour, cette manifestation pour que la famille se retrouve. C'est une action de grâce. C'est pour la première fois. Nous nous retrouvions chaque fois autour des obsèques, des décès. Mais on s'est dit, une famille peut se développer autour des obsèques. Ceux qui sont morts sont partis. C'est ceux qui sont vivants qui peuvent parler de la famille. C'est surtout pour ça que nous nous sommes retrouvés, pour dire, au moins prendre un jour, nos frères, nos sœurs, nos beaux-frères, nos belles-sœurs, qu'on puisse se réunir pour rendre grâce, fêter et célébrer le nom que nous portons. Nous sommes ici maintenant en tant que parents des organisateurs et ce que surtout nous félicitons en eux,
c'est moins les moyens que le temps. Ils ont disposé de temps précieux pour organiser cette fête qui n'a pas été facile. Le père célébrant a rappelé à l'assistance l'importance de rester unis pour être davantage plus forts. À l'occasion, les fidèles ont apporté des présents à Dieu en signe de reconnaissance. Vie fraternelle au sein de la famille Tokmono, c'est le thème autour duquel ils se sont réunis et plusieurs activités sont au menu. Il y a la réjouissance populaire et autour de la réjouissance populaire, on a prévu des activités de sensibilisation puisqu'on a invité des agents de santé qui viendront sensibiliser, je vais dire les participants, ceux qui ont la chance d'assister à cette première édition de la fête que nous organisons aujourd'hui et être sensibilisés sur certaines maladies comme le paludisme et autres. Il y a également des dépistages que nous allons faire au niveau des petits-enfants et aussi la prise de tension au niveau des plus âgés. Pour cette édition, des doléances sont formulées en vue de renforcer les infrastructures socio-éducatives pour promouvoir davantage le développement de la localité. Chaque famille peut se retrouver, s'asseoir et réfléchir sur quel essor qu'ils peuvent en avoir. Quel essor de notre village. On ne peut pas développer un village sans les familles. On ne peut pas développer un arrondissement sans les villages. On ne peut pas développer une commune sans les arrondissements. Donc si déjà, dans chaque famille, on peut avoir des unités où chaque fils accepte l'autre, s'excuser auprès de l'autre, taire les querelles, s'entendre, on peut développer maintenant, engager véritablement le développement de ce pays. Il y a des années, il y a des frères, il y a des cousins, je ne les ai plus vus. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de les revoir. Et le message, c'est que nous continuons dans cette fraternité, dans cette union d'esprit, et que nous puissions solidariser davantage, afin que les défis qui sont lancés à cette famille soient relevés. Cette première édition des retrouvailles de la famille Tokmono a pris fin sur une note de gaieté. Tous les membres espèrent se retrouver l'année prochaine pour une édition encore plus belle dans l'amour, l'unité et la fraternité. Très bon moment de gaieté en somme. Hors de nos frontières à présent, allons au Sénégal, le premier festival féministe Jotaïji, organisé par le collectif Diama, prend fin aujourd'hui sur la place du souvenir de Dakar au musée de la femme Henriette Batili. Au programme, plusieurs thématiques développées telles que le consentement, la santé sexuelle, les violences gynécologiques et conjugales ou encore l'avortement. Selon Eva Rassoul, l'une des participantes, elle se sent plus forte maintenant qu'elle a été initiée à ces méthodes. La défense de la femme sénégalaise à partir de techniques très simples qui n'ont pas besoin de force, c'est pour les aider et pour leur donner plus de confiance en elles-mêmes parce que ce sont les femmes qui sont les plus agressées et violées dans ce pays. Allons maintenant au Kenya où la population fait face à un fort taux de chômage et à une inflation grandissante. À Kisumu, ville de l'ouest du pays, la hausse des prix a même poussé certains à faire leur propre potager. Les opposants de William Ruto, déclarés vainqueurs de la présidentielle, ont jusqu'au lundi 22 août pour déposer leur recours. Le vainqueur proclamé s'était positionné comme le défenseur du petit peuple, promettant emploi et baisse du coût de la vie. Voilà, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Vous pouvez désormais nous suivre sur notre application Eden TV-Diaspora FM. L'information continue sur notre site internet www.benin-eden. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.